Merci de votre attention, Madame, Monsieur. L'actualité ce vendredi, ouverture d'une séance de formation pour les membres des instances des mutuelles d'OSI, délégation à l'organisation du secteur informel. L'exercice devra permettre d'outiller un peu plus le secteur informel, un grand pourvoyeur d'emploi aujourd'hui. Autre exercice, celui en haute mer, ce matin engagé par la Marine nationale et les différentes unités de sécurisation maritime. C'est un navire à la pêche illicite qui a servi de cobaye. L'opération a pour nom Neno 2016-105, la traque à suivre tout à l'heure. Enfin, c'est vendredi, le week-end s'annonce. Je vous amène au gymnase ce soir. Elles ont l'âge des grands-mères, elles se trémoussent comme des majorettes. À voir en fin de journal. Voilà, Madame, Monsieur, sommaire, bienvenue. Voici le jour. Bonsoir à tous. Le président Faure Gnassingbé à Montréal, au Canada. Depuis ce matin, le chef de l'État prend part sur place à la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Les travaux commencent demain. Le président Faure est donc attendu à la session d'ouverture aux côtés d'autres dirigeants de cette rencontre à Montréal. L'on attend les déclarations d'engagement pour le prochain cycle triennal de financement pour l'agenda 2017-2019. Et à son arrivée au Canada et avant l'ouverture de cette 5e conférence de levée de fonds pour le Fonds mondial pour le sida, la tuberculose et le paludisme, eh bien, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a eu une rencontre avec le commissaire de l'Union européenne au développement, Lebenen Minika. Les échanges ont porté sur les relations entre l'Union européenne et le Togo et surtout l'aide au développement et à la sécurité du secteur de la santé. Nous reviendrons en image sur ces audiences, ce sujet. Et dans un instant, si tout va bien, vous suivrez le point de la coopération entre le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et le Togo. Le sujet est en préparation. Nous y reviendrons si tout va bien. C'est un drame évité de justesse. Le trou est encore béant à quelques kilomètres de Ouarala sur la nationale numéro 1, conséquence de la grande pluie de mercredi dernier. Les séquelles sont encore visibles. La circulation est fortement perturbée. Les ministres femmes des Transports et IAC de la Sécurité se sont rendus en urgence sur les lieux. Yves Aguevi. Voici les dégâts laissés par la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la région des Plateaux l'après-midi du 14 septembre 2016. Une pluie qui a fait déborder la rivière Lato. Cette dernière qui, par manque de passage, a dû créer un gigantesque tourbillon d'eau au pied du pont, provoquant des affouillements profonds, des remblais d'accès et le long des talus, rendant presque impraticable une partie de la voie. Informé de la situation, le gouvernement a pris les dispositions et le ministre des Transports et des Infrastructures, Nifsa Union Femmes, et celui de la Sécurité et de la Protection civile, Iyak Damehan, ont fait le déplacement pour constater la situation. Le constat que nous venons de faire, c'est que le lit du ruisseau a été dévié du fait de l'envahissement du cours d'eau par les herbes, les arbres. Et donc, l'eau en venant du côté est, c'est-à-dire en amont, n'arrivait plus à passer. Donc, l'eau a été déviée et il y a eu un tourbillon du côté est, c'est-à-dire en aval, et qui a provoqué donc un tourbillon d'eau qui a provoqué justement la situation que nous constatons. Donc, l'entreprise est déjà là pour commencer les travaux de réparation. D'abord en urgence pour rétablir la circulation. Donc, elle nous donne 48 heures pour le faire. Elle va commencer à travailler aujourd'hui.
Elle va travailler la nuit et jusqu'à demain soir, Inch'Allah, la circulation pourra être rétablie de moins. Jusqu'à dimanche matin, la circulation sera rétablie. Ça, c'est les travaux d'urgence qui vont être entreprises. Après, la suite, c'est vraiment de libérer le lit du Koulo. Il faut le libérer entièrement de tout ce qui l'occupe. Les herbes, les arbres, en tout cas, tout ce qui est dedans. On va procéder à un curage systématique. Sur le terrain, la société China Road and Bridge Company s'exécute déjà. En attendant le rétablissement de la voie, le ministre appelle à la prudence. Par expérience, tout le monde sait ce que ça coûte quand un ouvrage comme celui-là est coupé. Nous l'avons vécu en 2009. Tout le monde a vécu les dégâts que ça a causé, les conséquences sur l'économie nationale, les conséquences sur le trafic. Et je pense que la discipline devrait régner au cours des travaux. Nous allons appeler les uns et les autres à un bon comportement pour faciliter les travaux à l'entreprise et aux forces de sécurité qui seront là. Et il ne faudra pas que les gens viennent les provoquer dans l'exercice de leurs fonctions. Les autorités ont visité d'autres ouvrages en détresse sur la voie et l'on pouvait constater, même dans les champs situés à plus de 2 km de la rivière, les traces de cette pluie diluvienne. Selon des témoins, l'eau de ce cours d'eau aurait immergé tout le pont, même ses barres de protection. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et la profession bancaire au titre de l'année 2016. Le thème fait l'objet depuis ce matin d'une rencontre à Lomé. En toile de fond, la situation des établissements de crédit, attendu également un inventaire des projets en cours et à venir. Mathias Tourglo est sur la clé pour nous en dire plus. Cette réunion est essentiellement consacrée à la situation des établissements de crédit au Togo. Fin juillet 2016, les activités bancaires ont connu un ralentissement illustré par une baisse de 5%, soit moins 51 milliards de francs CFA. Ceci malgré l'accroissement des dépôts qui sont chiffrés à 2,4%, soit plus de 28 milliards de francs CFA. La dégradation du portefeuille continue d'être un sujet de préoccupation. Le portefeuille a continué à se dégrader. Donc nous avons discuté avec la Banque centrale des mesures que doivent prendre les banques pour faire face à cette situation, assainir leur portefeuille et accorder des financements sains à l'économie. 5 des 13 banques que compte le Togo ont commencé déjà à faire leur déclaration à la Banque centrale. C'est-à-dire que les autres banques sont à pied d'œuvre pour suivre le pas très rapidement. Le taux brut de dégradation du portefeuille qui était de 16,37% à fin 2015 est passé de 19,87% fin mars à 20,19% à fin juin 2016 du fait de la hausse des créances d'une valeur de 9,2 milliards de francs CFA. Quand disons dégradation du portefeuille des banques, ça veut dire que les banques financent l'économie, accordent des crédits qui ne sont pas remboursés. Et nous voulons saisir cette occasion pour rappeler encore à tout le monde qu'un crédit est un engagement qui doit être remboursé. Et c'est pour cela que nous espérons que dans le cadre de la mise en œuvre du bureau d'information sur les crédits, cela va permettre sensiblement de réduire le taux de dégradation de portefeuille, puisque ça va permettre de mieux connaître les clients et d'accorder des crédits seulement à des clients qui respectent un certain nombre de conditions. La réalisation de l'étude recommandée par le Conseil national du crédit sur les principaux déterminants de la dégradation du portefeuille des établissements de crédit au Togo se trouve alors être une nécessité.
Un groupe de travail a déjà été mis sur pied et la BCEAO a également engagé de grands chantiers pour renforcer la solidité de la résilience du système bancaire et financier ainsi que la facilitation de l'accès au financement. Et voilà, donc la BCEAO à l'exercice 2016. Ça passe d'abord par la maîtrise de la gestion. Une expérience que DOSI, la délégation à l'organisation du secteur informel, cherche à faire acquérir aux membres des instances de ces différentes mutuelles. La formation a commencé ce vendredi. Ça devrait aider justement le secteur informel. Edem Soso. L'un des pourvoyeurs d'emploi au Togo, le secteur informel, occupe plus de 80% de la population active et participe à 40% au PIB national. C'est dire son importance dans l'économie nationale. Et depuis bientôt 10 ans, le gouvernement veut formaliser ce secteur, l'encadrer, le valoriser afin qu'il contribue davantage au processus de relance de l'économie nationale. La DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel, dans cette dynamique, a axé sa politique sur la mutualité. 4 mutuelles ont été déjà créées. Et ici, les membres des instances dirigeantes se forment sur les procédures de fonctionnement et de gestion d'une mutuelle. Ceci grâce à l'appui du projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et au renforcement des capacités institutionnelles. Les actions ou les activités du projet sont beaucoup plus orientées vers l'accompagnement de l'Office togolais des recettes et la délégation à l'organisation du secteur informel, la DOSI. En dehors de l'action qui est la formation qui démarre ce jour, nous préparons le recrutement d'un consultant qui va mener une étude au niveau de la plaine du Mot et de la plaine de Loti pour voir en quelque sorte les activités informelles, en tout cas ou non formelles, comme on préfère qu'on dise, des activités non formelles autour de cette plaine-là et qui permettront aussi aux populations d'améliorer leurs revenus. Nos premiers responsables, notamment la ministre en charge de la formation, nous ont demandé d'approcher la DOSI particulièrement pour voir dans quelle mesure nous pourrons les accompagner dans les actions futures. Et c'est pour ça que nous sommes arrivés aujourd'hui. Ils font un travail remarquable et nous pensons que c'est l'occasion pour nous de nous inscrire dans leur programme pour les accompagner. Le ministère de la Communication en charge de la culture, un département qui prend en compte les artistes et journalistes du Togo, a qualifié cette démarche de salutaire, dans la mesure où elle va contribuer à l'épanouissement des membres de la mutuelle des artistes et journalistes du Togo. Le secteur de la mutualité est un secteur financier prépondérant et c'est un outil de développement et d'inclusion, puisque cela regroupe des gens qui n'ont pas de protection sociale ni de retraite jusqu'à présent, n'étant pas dans le système formel. Un tel outil est complexe. On manipule des fonds qui peuvent être des fonds très importants et si on n'a pas une bonne approche, une bonne gestion des fonds mutualistes, je pense que très vite on peut se retrouver dans le mur. Lentement mais sûrement, la DOSI gagne du terrain et ratisse large pour réussir son pari, celui d'accompagner les acteurs du secteur informel dans leur activité et les amener à contribuer significativement à la mobilisation de ressources internes du pays. À l'instant où
les bases de la relance économique de notre pays sont posées, il s'agit pour nous de travailler sans relâche, d'insuffler une nouvelle dynamique à l'éclosion de nos activités respectives et à la promotion de nos mutuelles, ce qui justifie à suffisance la raison d'être du présent atelier. C'est le lieu pour nous de saluer la Banque africaine de développement pour son appui technique et financier aux activités de la DOSI à travers le projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et au renforcement des capacités à Mousti. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser nos vifs remerciements au chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essoz Mnanya Simbe, qui ne ménage aucun effort dans la nouvelle dimension économique et socio-culturelle que prend notre pays et dont la vision politique et l'action ont toujours accordé une place de choix à la lutte contre la précarité et la vulnérabilité. Cette rencontre ouvre donc la voie à toute une série de sessions de recyclage pour permettre aux mutualistes d'être à même de pérenniser leur instance. Le défi est grand et les mutualistes en sont visiblement conscients. Ils avaient, pour une raison ou une autre, quitté plus tôt que prévu les bancs de l'école. Néanmoins, ces jeunes déscolarisés se sont rattrapés par des formations du programme de développement communautaire en zone urbaine avec en prime du matériel. Ce vendredi, ces jeunes ont reçu la visite de la ministre Dogbe. Allez s'assurer que le matériel est bien reçu. Ensuite, qu'il est utilisé à bon escient. Le compte rendu, Chassim Lampaga. À Ségué, la ministre du Développement à la base est allée à la rencontre de 13 artisans installés grâce au programme du volontariat des jeunes déscolarisés. 500 jeunes ont participé à la phase pilote de cette initiative du gouvernement où ils devraient démontrer leur engagement citoyen à travers des activités d'intérêt commun. Ceux qui avaient appris un métier et qui n'avaient pas des moyens pour s'installer ont bénéficié de kits outillage pour leur permettre d'exercer et de se prendre en charge. Dossou Achou est l'un d'eux. Il a reçu un ensemble d'outils dont cette machine d'une valeur de 888 000 francs CFA, très indispensable dans la menuiserie aluminium. Aujourd'hui, grâce à cet appui de taille, sa vie a changé. Avec l'appui de la NADEP, j'ai pu obtenir cette machine et je peux travailler comme il le faut. Adjo Dakodjo est un jeune déscolarisé qui lui aussi a bénéficié de kit outillage d'une valeur de 649 600 francs CFA de l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Installé à Akouin, dans le canton de Togle-Kopé, il a sous ses ailes 3 apprentis soudeurs. La manière dont la machine là m'aide, avant peut-être le travail que je faisais, donc j'ai vu qu'il y avait une amélioration en fonction des machines que j'avais prises. J'arrive à nourrir mes enfants, même mes apprentis, j'arrive à les supporter, puisque ce sont des orphelins que j'avais recrutés, comme la manière dont on nous a pris comme volontaires, je les ai pris aussi. Ils sont au total 10 jeunes à Akouin à recevoir des kits. L'autre étape de la visite de la ministre Sidémehou Dogbe est à Dakpamé, dans le canton de Bé, où elle a rencontré mademoiselle Aoudja Akwasiwa et monsieur Navedi Ablama. Ils ont bénéficié respectivement de kits outillage pour coiffure évalués à 300 000 francs CFA et pour couture broderie estimée à 623 040 francs CFA. Avant, je travaillais à la maison. Je ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais quand j'ai ouvert l'atelier, ça va. Maintenant, ça va. Maintenant aussi, j'ai 2 apprentis. Tous ces changements positifs observés dans la vie de ces jeunes déscolarisés qui sont passés en quelques mois de l'oisiveté à maître ou maîtresse d'atelier ou de salon a suscité
l'enthousiasme des parents et des autorités locales. Mon enfant m'a dit qu'on cherchait des volontaires déscolarisés pour balayer les rues. Je l'ai encouragé. Aujourd'hui, je suis heureuse parce que grâce à ce bénévolat, Anadeb lui a donné des machines pour exercer son métier. C'est une joie immense pour nous, représentants de la communauté, de voir que nos jeunes qui avant étaient dans la misère, étaient désœuvrés, ne savaient à quel sens se vouer, et que grâce à l'appui de Anadeb, ces jeunes aujourd'hui arrivent à travailler. Partout où elle est passée, la ministre Sidemé Hodogbe a félicité les jeunes pour leur détermination au travail et au bon usage des kits qu'ils ont reçus. Elle les a encouragés à continuer le remboursement afin de permettre que le programme s'étende à d'autres jeunes. Il est de bon ton que nous fassions le suivi sur le terrain pour voir si effectivement les kits d'outillage qui sont mis à la disposition de ces jeunes sont réellement utiles. Et c'est un bonheur, un réel plaisir pour moi de constater que effectivement les jeunes se sont installés. Et ils ont commencé par rembourser le dû, c'est-à-dire qu'ils doivent rembourser le quart du coût des études. Et il y a même des jeunes qui ont pu accéder à d'autres crédits comme la JCEF. S'inscrit dans la dynamique que prône le chef de l'État qui dit personne n'est laissé au bord de la route. C'est une dynamique d'inclusion sociale. Les projets que nous menons sous son impulsion, c'est pour faire en sorte que chacun puisse s'occuper, chacun puisse développer une activité génératrice de revenus, chacun puisse accéder à des financements adaptés à des besoins. L'autre volet du programme du volontariat des jeunes déscolarisés est la formation de ceux qui n'ont reçu aucun apprentissage. Cette phase pilote sera consolidée puis étendue à d'autres jeunes déscolarisés à l'intérieur du pays. Et toutes nos excuses pour ces quelques sautes constatées dans ce sujet. Autre sujet évoqué, le secteur coton et la sécurité alimentaire. C'est un sujet de préoccupation pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, la zone UEMOA notamment. Depuis hier à Lomé, les réflexions sont engagées sur la question. Patrice Bocco pour plus de précision. Mis à part le coton, une culture de rente et d'exportation, les cultures vivrières constituent les principales productions qui contribuent à la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, il est question de définir et de coordonner une stratégie pour le plein épanouissement du secteur coton et produits vivriers. L'Agence américaine pour le développement international USAID appuie le projet Partenariat pour le coton dans les pays C4. Les délégués venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont donc à Lomé pour assainir cette stratégie et amener les pays concernés à l'intégrer dans leur politique nationale. Nous pensons qu'en focalisant sur et le coton et sur le vivrier, il est possible de développer de bonnes pratiques agricoles qui permettent d'appliquer les bons engrais au coton et les bons engrais de la bonne quantité pour la culture vivrier. Et ensuite, ainsi de suite, augmenter la productivité pour et le coton et pour la culture vivrier. Ce projet a été financé par l'USAID à hauteur de 7 milliards de francs CFA pour une durée de 4 ans pour la période 2014-2018. Un mémorandum est signé ici à Lomé entre l'FDC et le CORAP pour l'élargissement des partenariats au profit des producteurs. En signant cet acte, pour nous, c'est une façon d'accueillir l'IFDC dans la grande famille du CORAF, qui compte 23 pays membres et qui est reconnu comme bras technique de 4 commissions économiques régionales, la CEDEAO, l'UEMOA, la Commission des États de l'Afrique centrale et la CEMAC aussi en Afrique centrale. L'IFDC qui assure la mise en œuvre du
projet va pouvoir augmenter les productivités agricoles et renforcer les avantages socio-économiques des femmes, des ménages producteurs de coton. Voilà qui nous amène à évoquer l'environnement. Demain, 16 septembre, le saviez-vous, le monde entier célèbre la 29e journée internationale pour la préservation de la couche d'ozone. Le sujet est plus que d'actualité. Le réchauffement climatique, chacun le vit, c'est une réalité. Le ministre André Johnson de l'Environnement, vous allez l'entendre, rappelle ici les actions à mener pour sauver la planète. Herbert Kilif. Grâce à une synergie d'action, les recherches scientifiques ont abouti à la mise en place progressive de nouvelles substances peu nocives à la précieuse couche d'ozone qui protège la planète Terre des rayons ultraviolets. On enregistre aujourd'hui des résultats encourageants dans la reconstitution de la couche d'ozone, c'est dire que l'humanité prend conscience et met tout en œuvre pour réduire les dégâts liés à la dégradation de l'environnement. Le Togo, comme beaucoup de pays en développement, a gagné le pari d'éliminer les substances les plus nocives à la couche d'ozone, à savoir les CFC ou chlorofluorocarbone, pendant que les pays développés ont arrêté leur production. Ainsi, notre précieuse couche, selon les scientifiques, commence par se reconstituer lentement. Nous devons cependant préserver, dans la lutte pour l'élimination des substances visées, à la fois par le protocole de Montréal et celui de Kyoto, notamment les HFC ou hydrofluorocarbone reconnus ayant un potentiel de réchauffement de la planète. Pour cette 29e célébration, les États partis au protocole de Montréal s'étaient donné rendez-vous à Vienne en Autriche en 2016 pour œuvrer à la recherche de solutions durables à la gestion des HFC qui ont un potentiel de réchauffement élevé sur le climat. Je renouvelle encore une fois la gratitude du gouvernement togolais à tous nos partenaires techniques et financiers, notamment le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Fonds multilatéral pour leurs appuis constants. Chaque citoyen doit se sentir concerné et œuvrer pour la protection de notre planète commune. J'invite pour cela chacun à prendre conscience des actes qu'il pose au quotidien pour parvenir à une réduction des émissions de gaz à effet de serre en général, donc à une diminution du réchauffement du climat. Parmi toutes les initiatives mises en œuvre pour protéger la planète de la pollution, surtout au CFC ou chlorofluorocarbone, le protocole de Montréal reste l'un des instruments juridiques le mieux efficace pour faire face à l'épineuse question du réchauffement climatique. Journée de l'environnement demain 17 septembre, donc vous l'aurez compris. Direction maintenant la mer, l'océan. Il s'est passé quelque chose là ce matin. La Marine nationale et ses différentes unités repèrent un navire pratiquant une pêche illicite dans la zone économique exclusive réservée au Togo. L'alerte est donnée, la traque est engagée. Il s'agit en fait d'un exercice, l'opération Neno 2016-5 engagée ce matin à l'aube. Le récit, Arnaud Kidjouf. L'administration était en alerte depuis la nuit du 15 au 16 septembre 2016 lorsque le centre des opérations maritimes a été informé de la présence dans la zone économique exclusive du Togo d'embarcations de pêche illicite INN. Le préfet maritime informé convoqua d'urgence la cellule de réflexion composée des différentes entités de l'action de l'État en mer. Une équipe d'intervention a été dans la foulée dépêchée sur mer à bord du patrouilleur OTI pour procéder à une enquête de pavillon. L'enquête a révélé que le navire battant pavillon
méditerranéen pratiquaient la pêche illicite exercée entre les eaux togolaises et ghanéennes. Il avait également à bord 200 tonnes de poissons et 2 pistolets et un couteau. Selon les investigations, le bateau n'avait pas l'autorisation du port d'armes ni celle de la pêche. Le bateau est donc dérouté vers le port de Lomé pour des enquêtes plus poussées. L'opération ayant connu un succès, toutes les unités se sont retrouvées pour la restitution. Le préfet maritime a félicité les différentes entités pour la réaction spontanée dont elles ont fait preuve et a souligné que ces exercices permettent de maintenir et de renforcer la vigilance à tous les niveaux. La France donc, a initié donc, cet entraînement pour soutenir le processus de Yaoundé. Le but, pour le rappeler, c'est mettre à contribution le CRESMAC et le CRESMAO. Le CRESMAC, entendu, le Centre régional de sécurité maritime de la centrale, et pour CRESMAO, le Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest. Il est question de fluidifier les échanges d'informations entre les CMC et les COM des zones D, E et F. Améliorer la coopération entre les organisations AEM et les unités des zones D, E et F. Donc, c'est ces organes qui ont été mis en place pendant le sommet de Yaoundé. Ce NEMO a impliqué le Ghana, la Côte d'Ivoire, entendu dans la zone F, le Togo, le Bénin et le Nigeria dans la zone E, et le Gabon et la Guinée équatoriale dans la zone D. Donc les thèmes développés, il y a eu donc la pêche illicite qui s'est donc déroulée pour le Togo ici. D'autres pays comme je crois la Côte d'Ivoire, le Ghana aussi, c'était la pêche illicite. Mais le Gabon, pour le Gabon, au niveau du Gabon, c'est le trafic d'armes. Et au niveau du Nigeria, c'est la piraterie. En résumé, cet exercice constitue une opportunité de développer l'architecture de sécurisation du golfe de Guinée, tel que retenu lors du sommet de Yaoundé en juin 2013, en impliquant les organes multinationaux qui se mettent en place. Voilà donc une occasion propice pour booster la vigilance de nos administrations AEM, entendu Action de l'État en mer. Toutes ces préparations techniques et opérationnelles s'inscrivent dans la perspective de l'organisation du prochain sommet de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique, qu'accueille Lomé du 11 au 15 octobre 2016. Une rencontre continentale qui va permettre aux experts et dirigeants du continent de s'accorder sur un certain nombre de principes et stratégies pour un développement durable de l'économie bleue. Sur terre, à présent, c'est un champ de ruines, Coca, un champ de désolation à Pessidec. Les images témoignent de la violence des explosions. Partout, les stocks de carburant illicite ont brûlé. On déplore les pertes en vies humaines. 2 adolescents de 12 ans. Le récit, Nestor Mozou. Au quartier Gaga, dans le canton de Coca, non loin de Niamtougou, la nuit du 12 septembre a été dramatique. Ce quartier a été victime d'un incendie. La catastrophe a été causée par l'inflammation d'un stock de plus de 200 fûts de carburant dans une maison d'habitation par un vendeur illicite bien connu dans le milieu et qui a pris la clé des champs.
Grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers de l'aéroport de Niamtougou et de Kara, les flammes ont pu être maîtrisées après avoir malheureusement consumé une fille de 12 ans. Moi j'étais à la maison quand j'étais en train de dîner vers les 19h. Et quand j'ai entendu des cris, c'est là que je me suis levé. J'ai regardé au dehors, j'ai vu une flamme au-dessus. C'est là que je dis à ma femme, ah, ça me dit qu'il y a un incendie chez les voisins. Je cours, je cherche un seau, je puise de l'eau. Arrivé là où moi je me disais qu'il y avait de l'incendie, je ne voyais rien. Et c'est là que j'ai entendu des explosions au ciel, quoi, en l'air. C'est là que j'ai dit, ah, ça doit être chez Aladi. Nous sommes arrivés, on ne pouvait pas s'approcher. On était à distance. Et les tonneaux ne faisaient que s'exploser. Donc après, on a tenté d'appeler la gendarmerie. La gendarmerie a fait cas. Sapeurs-pompiers, ils sont arrivés peut-être un peu plus tard. Ils ont essayé de faire quelque chose. C'est là qu'on avait découvert qu'il y avait perte de vie. Une petite fillette. Toujours dans la nuit du 12 septembre, le même cas s'est produit à Pésidère, près de Kanté, sur la nationale numéro 1, où un garçon de 12 ans a perdu la vie. Dans la nuit du lundi à 23 h, suite au pluie, un vendeur de café qui a voulu s'abriter auprès d'un magasin où s'était stocké du carburant a fait exploser le magasin. Et ce qui a occasionné un jeune homme de 12 ans entièrement calciné et 6 autres blessés, donc 4 sont dans un état grave. Je saisis l'occasion pour présenter au nom du chef de l'État et du gouvernement nos condoléances à la famille éplorée et souhaiter prompte guérison aux blessés. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à la population que l'interdiction de stocker du carburant, en tout cas les produits inflammables dans les maisons, est dans l'intérêt de cette population. Aujourd'hui, en voilà la preuve. Le stockage et la vente du carburant à domicile sont interdits. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a plusieurs fois mené des opérations baptisées entonnoirs pour décourager ceux qui font ce commerce, mais jusqu'ici, il n'y est pas encore parvenu. Le ministre de la Défense et des anciens combattants communique les candidats dont les noms figurent dans le quotidien national Togo Presse sont déclarés définitivement admis au concours d'entrée en classe de 6e et 2e au collège militaire. Yadément, les parents des admis sont priés des auditions du président communiqué de prendre contact avec le collège militaire Yadément à Tchitchao où la division formation de l'état-major général des forces armées togolaises à Lomé pour les formalités de la rentrée de leurs enfants. La liste des candidats admis peut être consultée sur le site des FAT www.forcesarmées.tg. Chose promise, chose due, je vous l'annonçais, c'est vendredi, le week-end commence toujours. Je vous emmène au gymnase pour une séance de relaxation. Regardez, elles ont l'âge des grands-mères, elles se trémoussent comme des majorettes et se veulent pomponguelles le temps d'une soirée. Antoine Drummond. On n'en voit pas tous les jours des mamies pom-pom de plus de 60 ans qui déhanchent aussi bien que les jeunes filles. À peine font-elles leur apparition dans les gymnases en débardeur rose, mini-jupe ornée de guirlandes que les applaudissements résonnent à tout rompre. La représentante des Japan Pom-Pom, Fumi Takino, 84 ans, estime que sa vie a véritablement changé quand elle a commencé par faire partie de ce groupe de Pom-Pom Girls du 3e âge.
Offrir du plaisir au public avant tout, mais aussi cette activité permet à ces dames de se déstresser, sortir de la monotonie pour se maintenir en forme. Pour être de la troupe Japan Pom Pom, il faut avoir au moins 55 ans, être confiante et être capable d'offrir la plus belle attitude de soin. Et voilà, Antoine, on va voir qui nous amène là au Japon. Et le tour du monde continue avec Rachel Aoku. La météo, c'est dans un instant. Excellent début de week-end et très belle soirée.